J'espère que vous vous portez bien. J'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Hier, le 1er février 2026, Abd a présidé une cérémonie autour du fameux train Red Barchar. Et pourtant, une grande partie des Algériens n'a absolument pas saisi ce qui a réellement été inauguré ce jour-là. Non, il ne s'agissait pas du démarrage effectif de la mine de Erbilay. Non, il ne s'agissait pas non plus du lancement du méga-projet industriel dans sa globalité. Ce qui a été présenté hier, c'est uniquement l'ouverture officielle de la ligne ferroviaire reliant Erbilay à Béchar, une voie de près de 950 km à travers le désert, comme nous l'avions déjà expliqué dans une précédente émission. Le projet Erbilay, lui, existe sur le papier depuis longtemps. Son annonce officielle remonte au 30 juillet 2022. Et sur le plan théorique, cette mine est censée produire du minerai de fer. Sauf qu'en pratique, nous sommes encore très loin d'un fonctionnement complet. Autrement dit, on a coupé le ruban d'un train, pas celui d'une industrie pleinement opérationnelle. Et là, nous allons nous intéresser, dans cette émission, aux mauvais calculs, aux faux calculs ou aux calculs mensongers sur lesquels les autorités algériennes se sont basées pour lancer ce projet de Erbilay. Ce que l'on a vu hier, c'était le train. Un beau train, une belle réalisation. On l'a expliqué dans la première émission. Des ouvrages d'art, des nouvelles locomotives, des passagers qui pourront donc traverser le désert pour rejoindre Barchar à Tindouf. C'est une belle aventure sur le plan industriel, sur le plan logistique. Personne ne pourra dire le contraire. 950 km de train en plein désert. C'est impressionnant. Ça force le respect. Maintenant, la question qui se pose, c'est: est-ce que ce train sera utile pour le développement du pays? Est-ce qu'il va contribuer à des créations d'emplois, à la création de richesses, à booster, à encourager ou à alimenter la croissance économique du pays? C'est ça la question fondamentale. Parce que je peux vous construire un beau palais au milieu de la mer. Mais est-ce que ce palais sera utile pour le développement du pays, pour l'intérêt général du pays, pour les intérêts économiques, notamment, à savoir créer des emplois, créer de la croissance, ramener de nouvelles exportations, diversifier les revenus du pays? C'est là où la question se pose. C'est là où le débat se pose au niveau de Erbilay. Le train qui a été inauguré hier, il faut le préciser clairement. Cette ligne de chemin de fer est, encore une fois, destinée aux trains minéraliers. Elle n'est pas conçue pour le transport de voyageurs. Il n'y aura que 2 trains de voyageurs par jour. Pour une raison simple, Tindouf et Béchar constituent une région faiblement peuplée. La population de Tindouf et de Béchar ne dépasse pas les 500 000 habitants. Il n'y a donc pas de besoin réel pour assurer un trafic important entre les 7 gares, les 7 trajets ou les 7 arrêts de cette ligne ferroviaire. Il n'y aura pas beaucoup de passagers. Ce n'est pas la priorité. La priorité, ce sont les trains minéraliers destinés au transport du minerai de Rargebilé. L'objectif est de faire circuler 24 trains par jour dans les 2 sens sur cette ligne, avec des trains de marchandises capables d'atteindre une vitesse de 80 km/h. C'est une performance car le minerai de fer représente une charge lourde. On ne va pas transporter des voyageurs. On va transporter du minerai de fer ainsi que des équipements industriels, tout ce qui est lié à l'extraction du fer
à Erbilay. Ce n'est donc pas un projet de service public pour le transport des voyageurs. C'est un projet industriel. Le service public, on peut ne pas demander des critères de rentabilité. On peut ne pas polémiquer. On peut ne pas exiger de la rentabilité à un service public. La ligne Alger-Oran n'est pas rentable. Ce n'est pas grave, c'est du transport public. Parce qu'il n'y a pas que la rentabilité à l'échelle de la gestion d'un pays. Il faut que les malades puissent aller aux hôpitaux. Il faut que les Algériens et les Algériennes puissent rejoindre leur famille. Il y a d'autres considérations que les considérations économiques dans un pays. Donc, dans un projet de transport, dans tous les pays du monde, en France, par exemple, on parle du je vais vous obtenir la population exacte de la région de Bchar et de Tindouf. En France, par exemple, quand on va établir des grands projets de trains, etc., on ne cherche pas toujours la rentabilité comme priorité. La priorité est au confort de la population, au bien-être de la population et à la liberté de mouvement de la population. Dans ce cas-là, pour ce train-là, ces enjeux sont mineurs. Bchar, c'est quoi? 200 000 habitants et quelques, ce n'est pas énorme. Tindouf, la ville de Tindouf, c'est 60 000 habitants, ce n'est pas énorme. À tout casser, c'est 70 000. Ce ne sont pas des régions, encore une fois. Ce ne sont pas des régions très peuplées. Ce ne sont pas les régions les plus peuplées du pays. Donc, l'enjeu pour le transport de la population, il est quasiment insignifiant. Il est vraiment quasiment insignifiant. 400 000 habitants et quelques. Tindouf. C'est dans les 200 000. Même pas 200 000 habitants. Il faut, sauf si on comptabilise les réfugiés de la Légion de Tindouf et l'ensemble des militaires. Oui, on aura dans les 400 000 habitants. En tout cas, à l'exception si on enlève les militaires, qui ont normalement leur mode de transport, etc. Je vois mal les militaires prendre le train jusqu'à Bchar pour aller vers le nord du pays, alors que les dessertes aériennes existent entre l'hôpital, l'aéroport militaire de Boufarik et les infrastructures militaires de Tindouf. Je ne vois pas comment ces militaires vont utiliser ce train régulièrement, pour vous dire la vérité. Donc, la population qui va pouvoir utiliser ce train ne dépassera pas les 500 000 habitants, à tout casser. Mais bon, donc le train, c'est pour un projet industriel. Donc, quand on parle d'un projet industriel, là, on est obligé de parler de la rentabilité. Ce train, sa rentabilité, son avenir dépendront de la rentabilité et de l'avenir de Erbilay. Rajbilay est entré en vigueur officiellement en juillet 2022, sauf qu'il ne produit pas selon ses objectifs. Il n'est pas en train de concrétiser à 100% les objectifs qui ont été fixés. Il faut savoir que Erbilay est un projet en plusieurs phases et que, c'est là ce que les autorités algériennes ne disent pas à l'opinion publique algérienne, Rajbilay ne sera opérationnel à 100%
qu'en 2040. La première phase, 2024 à 2026, est censée produire entre 2 et 4 millions de tonnes de fer, ce qui est très peu, ce qui représente une production très faible. Entre 2022 et 2024, nous n'avons jamais produit 2 millions de tonnes. C'était les premières phases de production. On était autour de 20 000 tonnes. On est censé avoir atteint les 500 000 tonnes de production pour tester les équipements de production et l'exploitation de cette mine depuis 2024. Mais là, on est censé entrer dans les 2 millions de tonnes à partir de cette année. On est censé atteindre les 4 millions de tonnes. On n'a aucune certitude que l'on va produire 4 millions de tonnes de fer. Pour le moment, il n'y a aucun chiffre. On sait que Abdelmadjid Tebboune a été trompé. On lui a affirmé qu'en 2025, on avait produit 2 millions de tonnes, ce qui était totalement faux. C'est pour cette raison que le président directeur général de la plus importante entreprise publique en charge de l'exportation de Rajbileh, le groupe Sonarem, a été écarté de son poste. Lui voulait démissionner. On l'a empêché de le faire. On a annoncé qu'il avait été remplacé, etc., parce qu'il existe un problème majeur de transparence dans la gestion de Rbileh. Il n'y a aucune transparence dans la gestion de ce projet. Personne n'explique aux Algériens et aux Algériennes que ce projet ne sera que partiellement opérationnel avant 2040. Pour atteindre, à l'horizon 2030 à 2032, entre 40 et 50 millions de tonnes de production, l'objectif intermédiaire est d'atteindre 20 millions de tonnes et l'objectif final est d'atteindre 50 millions de tonnes en 2040. Donc on est très loin. C'est un projet de très long terme. Quand on parle d'un projet industriel de très long terme, on est obligé de se demander s'il sera rentable. Le gouvernement algérien, le régime, pense, il dit aux Algériens et aux Algériennes que ce sera un projet qui va révolutionner l'industrie du pays. Pourquoi ? Parce qu'il a basé ses calculs sur des considérations et sur des chiffres qui n'ont jamais été partagés en public et qui sont malheureusement, je le dis et je le répète, faux ou inexacts. En tout cas, infondés. C'est quoi les chiffres ? Le problème, c'est quoi ? De quoi il s'agit ? C'est quoi ces chiffres-là ? Rbileh, il a un problème. Tout le monde sait que ce sont des réserves très importantes. C'est plus de 3 milliards de tonnes de fer, etc. C'est ça, on le sait. C'est une évidence. On l'a déjà dit. C'est la 3e plus importante réserve de fer à travers le monde. Ça, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il y a un problème. C'est que le fer de Rbileh n'est pas un fer normal. Contrairement aux mines de fer de Wenza et dans la wilaya de Tébessa. Ce fer est pollué. Il est pollué par le phosphore. Il contient un taux de phosphore très élevé. La teneur moyenne en phosphore de Rbileh est de 0,8%. Pour le commun des mortels, ce chiffre peut paraître étrange, faible, ou 0, quelque chose. Ce n'est pas un problème. Dans l'industrie de la sidérurgie, c'est un gros problème. Parce que pour transformer le minerai de fer en acier, pour que cet acier soit conforme aux normes industrielles, aux besoins industriels, pour qu'il puisse être commercialisé, il faut que le taux de phosphore ne dépasse pas 0,05%. Donc, Rbileh,
il est à 0,8%. Dans certains cas, dans certaines zones de Erbilé, des études ont été menées où le taux de phosphore dépasse 1,3 ou 1,5%. Donc, le problème de Rajbet, c'est qu'il pose le défi de la déphosphoration. Ce que l'on appelle la déphosphoration, c'est que, contrairement aux mines de fer de Lenza ou aux autres mines de la wilaya de Deba, il faut nettoyer et purifier ce fer. Et tout le problème est là. Pourquoi l'État algérien n'a-t-il jamais exploité ce fer-là? Parce qu'il faut énormément d'argent. Non seulement pour le transporter, pour l'acheminer depuis l'extrême sud-ouest jusqu'au nord du pays, là où se trouvent les centres de production, mais aussi parce que sa purification et son nettoyage ont un coût élevé. Et des années 70 jusqu'au début des années 2000, les technologies existantes d'exploitation du fer ne permettaient pas de nettoyer efficacement, avec un coût maîtrisable, un minerai de fer présentant un taux de phosphore aussi élevé. Aujourd'hui, les Chinois sont intervenus. Les Chinois ont énormément innové dans ce domaine. Il existe des entreprises chinoises, dont nous parlerons tout à l'heure, qui disposent d'un savoir-faire, qui ont la capacité de purifier ce fer. Sauf que cela a un coût. Et ce coût est estimé entre 1,5 milliard de dollars et plus de 2 milliards de dollars. Maintenant, pourquoi l'État algérien pense que, avec un consortium chinois, on peut nettoyer ce fer, enlever le phosphore, le commercialiser et gagner de l'argent? Il faut savoir, avant de parler des chiffres, qu'il y a des méthodes qu'il faut utiliser pour nettoyer le fer de Erbilé. Il y a ce qu'on appelle le traitement thermique. Le minerai doit d'abord être chauffé à haute température pour modifier sa structure. Ensuite, c'est ce qu'on appelle la dissolution chimique. Il faut utiliser des réacteurs, des réactifs chimiques pour laver le minerai et dissoudre le phosphore sans perdre le fer. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la concentration. Le minerai de fer doit être enrichi à plus de 60% de fer. Avec le minerai qui ressort enrichi à plus de 60% de fer, avec un taux de phosphore réduit aux normes internationales. Par la suite, il y a le recyclage, qui est un point crucial pour le coût. La capacité de l'usine à recycler les produits chimiques qui ont été utilisés pour ne pas en acheter constamment d'autres produits, parce que ces produits chimiques réactifs coûtent de l'argent. C'est pour ça que la phase de déphosphoration du minerai de fer de Erbilé pourrait nous coûter entre 1,5 milliard et 2 milliards de dollars par an. C'est de l'argent projeté initialement. Après, le coût annuel, déjà au début, il faudra dépenser dans les 2 milliards. Le coût annuel dépendra par la suite de combien ça va nous rapporter le minerai de Erbilé et est-ce qu'on sera capable de recycler les produits chimiques et les réactifs chimiques que nous allons utiliser ou que nous devons utiliser pour purifier le minerai de Erbilé. Donc, pour le gouvernement algérien, c'est une opération rentable parce que il s'est appuyé sur les chiffres suivants. L'avantage de Erbilé, c'est que le coût de l'extraction n'est pas élevé. Erbilé est une mine à ciel ouvert. Avec 5 $ par tonne, on peut extraire du minerai de fer. C'est le coût de l'extraction. Il faut dépenser 5 $ par tonne, ce qui est effectivement très faible et beaucoup plus faible que, par exemple,
à El Ouenza ou dans d'autres mines de fer de la wilaya de Tébessa. Dans ces mines-là, il faudra compter le double, voire plus de 15 $ par tonne, parce que les réserves de fer sont aujourd'hui en grande partie épuisées. Il faut creuser davantage, mobiliser beaucoup d'engins et réaliser de nombreux travaux d'exploration et d'exploitation pour extraire le fer. À Rajbilet, nous n'avons pas ce problème. Avec 5 $ par tonne, on peut extraire le minerai de fer. C'est une mine à ciel ouvert. Elle est vierge. Elle n'a jamais été exploitée. Donc, dès les premières années, le coût d'extraction sera faible. Le gouvernement algérien a fixé le coût de la déphosphoration entre 15 et 20 $ par tonne. Pour le transport, il faudra ajouter quelques dollars supplémentaires. Au total, le gouvernement algérien estime, selon ses études, que le coût par tonne sera compris entre 40 $ et, dans le pire des scénarios, 50 $ par tonne. Je résume. 5 $ pour l'extraction, 15 $ pour la déphosphoration, 8 $ par tonne pour le transport, grâce au transport ferroviaire, le train que nous avons vu hier, qui a été lancé, et vous avez l'eau, le dessalement. Parce que, pour extraire ce fer, etc., le gouvernement algérien prétend qu'avec 10 $ par tonne, il peut financer le coût du gaz, de l'électricité et de l'eau qui seront nécessaires pour le fonctionnement de la mine, de l'exploitation, pour le fonctionnement du processus d'exploitation de la mine de Erbilé. Donc la totalité, le gouvernement estime qu'avec 40 $, entre 38 et 40 $ la tonne, on peut avoir du fer de Orbilet et dans le pire scénario, ce sera 50 $. Pour le gouvernement, pour le régime, quand Tebboune voit ces chiffres, il se dit que c'est une bonne affaire. Pourquoi? Parce que le minerai de fer sur le marché mondial est entre 100 et 120 $. Donc selon les études, ces études qui ont été menées par le gouvernement, par le régime algérien, on est gagnant. Ça signifie que le fer algérien est 50% moins cher par rapport aux prix mondiaux du fer. Donc l'Algérie va devenir ce que certains spécialistes appellent le Qatar du fer, c'est-à-dire un pays riche avec un coût de production du fer très faible. Et donc, on pourrait l'exporter. On pourrait gagner 50% de plus. C'est-à-dire, moi, il me coûtera 40 $, 50 $ maximum. Et je vais le vendre sur le marché mondial entre 100 et 120 $. Je suis gagnant. Sauf que ces chiffres-là sont malheureusement faux. Ils ne sont pas exacts, parce qu'en réalité, la déphosphoration ne va pas coûter 15 $ la tonne. Et c'est pour cela que Majid a été induit en erreur, parce qu'on ne lui a présenté que le scénario optimiste. On ne lui a pas présenté le véritable scénario, qui est le scénario réaliste. Le scénario réaliste, c'est que le coût opérationnel direct de la déphosphoration à 15 $ n'est pas du tout garanti. C'est une estimation très optimiste, je dirais même irréaliste. Pourquoi? Parce que, d'abord, il existe une complexité chimique. La déphosphoration va coûter beaucoup plus cher que 15 $. Le coût réel ne peut pas être inférieur à 35-40 $ la tonne. Pourquoi? D'abord, le phosphore de Rajbilet
n'est pas simplement posé sur le fer, il est lié à la structure minéralogique du fer. C'est-à-dire que le phosphore est vraiment profondément ancré dans le fer. Du coup, pour s'en débarrasser, un simple lavage ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est un grillage magnétisant. C'est-à-dire qu'il faut utiliser des méthodes de lavage de ce fer qui sont complexes, qui ne sont pas simplistes, comme le pense Abdelmadjid Tebboune, ou comme l'a calculé le régime algérien. On parle de lixiviation acide ou de grillage magnétisant. Ce sont des méthodes complexes dont les partenaires chinois maîtrisent le processus, sauf que le coût sera élevé. Il ne sera pas à 15 $ la tonne, il sera au minimum 35 voire 40 $ la tonne. Pourquoi ? Le minerai d'abord nécessite des réactifs chimiques qu'il faut importer, une consommation thermique, une consommation d'énergie, d'électricité, etc. et de l'eau pour le grillage. Et le traitement peut donc grimper de 35 à 40 $ la tonne. Les réactifs chimiques, il faudra les importer avec un dinar faible, marqué par une forte dégringolade de sa valeur. Et ces réactifs peuvent coûter encore plus cher sur le marché mondial. Si la demande augmente, les prix augmenteront et nous ne maîtrisons pas leur production. Il faudra donc les importer, essentiellement depuis la Chine. Et il y a aussi le coût de l'eau en plein désert, le coût du gaz. Ce qui fait qu'il faut savoir que pour traiter une tonne de minerai de fer, il faut entre 2 et 5 mètres cubes d'eau. Ce n'est quand même pas rien. Donc, s'il faut traiter 2 millions de tonnes de fer, il faudra, au minimum, jusqu'à 10 millions de mètres cubes d'eau. À Tindouf, il n'y a pas d'eau. L'eau est profonde, elle est saumâtre, elle est salée, elle est rare. Le coût du pompage sera élevé, le dessalement sera coûteux, et il faudra aussi traiter les déchets liquides pour éviter la pollution, car les réactifs chimiques que l'on doit utiliser pour purifier, nettoyer et laver le minerai de fer de Rajbileh peuvent polluer les nappes phréatiques. Cela peut provoquer des dégâts environnementaux. Donc, le recyclage de l'eau. Il faudra trouver un moyen pour recycler l'eau. Et un moyen, il faudra investir pour recycler les réactifs chimiques. Donc, il est impossible qu'avec 15 $ la tonne, on puisse enlever le phosphore ou déphosphorer le minerai de fer de Rajbileh. Il est impossible. Ces calculs qui ont été faits, qui ont été présentés à Tebboune, sont faux. C'est pour ça qu'il y a un mythe, qu'il y a un fantasme. La déphosphoration du minerai de fer de Rajbileh ne peut pas coûter moins de 35 à 40 $. Et l'eau à Tindouf. Il faudra donc ramener de l'eau depuis Adrar. Le fameux transfert d'eau de la région de Adrar jusqu'à Adrar, Timimoun, jusqu'à Tindouf, qui pourrait coûter jusqu'à au-delà de 4 milliards de $, voire même dans les 5 milliards de $, parce qu'il faudra parcourir 1300 km et faire du pipeline pour transporter de l'eau. Et l'eau est rare, et l'eau est une source qui est épuisable avec les effets du réchauffement climatique. C'est une problématique majeure. Donc, ça va nous coûter énormément d'argent. En réalité, le véritable coût de production du minerai de fer de Rajbileh sera au-delà de 80 $ la tonne. Si, sur le marché mondial, le prix se situe autour de 100 $ et que le coût réel est compris entre 80 et 90 $, on aura une marge d'environ 10 $. C'est extrêmement faible pour des investissements aussi lourds. Donc,
Concrètement, on ne va pas pouvoir rentabiliser ce minerai de fer. Si l'on exporte le minerai de fer tel quel, il faudra attendre plus de 10 à 15 ans pour espérer le rentabiliser. Et dans 10 à 15 ans, le monde peut totalement changer. D'ailleurs, on ne sait même pas si l'acier restera la matière première du futur pour la construction de logements. Et cela, c'est un sujet que nous aborderons dans une autre émission, plus tard, pour montrer que les investissements de l'État algérien seront menacés par les mutations technologiques de l'avenir. Mais dès maintenant, on peut le dire, ce n'est pas rentable. Si le prix de l'acier chute sur le marché mondial, pourquoi risque-t-il de chuter ? Parce que la Chine représente 50% de la consommation d'acier sur le marché mondial. Et donc, si la demande chinoise baisse, les prix pourraient baisser. J'ai parlé d'acier, pas du minerai de fer. Parce que le minerai de fer, ensuite, il faudra investir pour le transformer en acier, puis l'exporter depuis l'Algérie. Alors, qu'est-ce que le gouvernement dit ? Il dit « Ce n'est pas grave si le minerai de fer, les prix vont baisser sur le marché mondial. » Les prix vont baisser sur le marché mondial. Pas de panique. Nous n'allons pas l'exporter en brut, nous allons le transformer en acier. Nous allons apporter de la valeur ajoutée, c'est-à-dire fabriquer du rond à béton, des rails, de la tôle, etc. pour pouvoir l'exporter. Mais encore, le processus de transformation a un coût. Il faudra investir dans des projets, il faudra investir dans des infrastructures, comme c'est le cas à Béchar, exactement, avec une grande usine de transformation du fer en acier qui va coûter plus d'1 milliard de dollars et qui est censé être terminé en 2026. On va le voir. Donc, ça sera un coût supplémentaire. Est-ce que, par la suite, on aura la capacité d'exporter beaucoup ? Pour exporter beaucoup, il faudra produire beaucoup de minerais de fer. Or, pour produire beaucoup de minerais de fer de Erbilé, il faudra donc dépenser beaucoup pour le nettoyer, le laver, le purifier, pour le transporter, pour le transformer en acier, ensuite l'exporter. Les coûts seront élevés. Les coûts seront élevés. C'est pour ça que la rentabilité de ce projet est problématique. Elle est tout simplement problématique. Elle est quasi incertaine. Encore une fois, les consommations d'eau et la consommation de gaz seront énormes dès la phase de lancement. Il faudra une consommation équivalente à celle d'une ville de 50 000 habitants. En termes de gaz et d'eau, lorsque le projet atteindra son rythme de croisière en 2040, il risque de consommer près de la moitié de la consommation d'eau et de gaz d'un pays. C'est air-bête. En termes de consommation d'eau et de gaz, cela pourrait représenter l'équivalent de la consommation d'un pays de taille moyenne. Et tout cela a un coût. L'eau coûte. Le gaz coûte. Au lieu d'exporter ce gaz à l'étranger, on va l'affecter à Erbilé. Donc, on va perdre des recettes en devises pour ensuite vendre un acier dont on ne sait même pas, dont on n'a aucune certitude que les prix resteront élevés. Les prix pourraient chuter et la demande mondiale pourrait baisser, puisque les mutations climatiques et les mutations technologiques poussent le monde vers une transformation profonde. Le monde de 2040 risque d'être complètement différent. Regardez par exemple l'exemple des véhicules. Les véhicules diesel
avant 2019, c'était un marché totalement différent d'aujourd'hui. En 2026, ce sont les véhicules électriques, les véhicules hybrides qui dominent. Donc, les pays qui ont investi dans les véhicules thermiques sont en train de perdre de l'argent. La même chose, on est en train d'investir dans l'acier, mais notre capacité, le projet, va atteindre son niveau de maturité intégrale en 2040. Mais en 2040, on a des études et des projections selon lesquelles l'acier risque de ne plus être utilisé. Il y aura d'autres matériaux. Donc, on n'est même pas sûr qu'on pourra vendre cet acier. Quand on va le consommer localement, on ne pourra pas exporter. Si on n'exporte pas, il n'y aura pas de recettes en devises. Donc, ce projet ne sera jamais rentable. Les calculs sur lesquels se sont basées les autorités algériennes ont été infondés, sont infondés, ont été manipulés ou ont été relativisés pour donner l'impression que c'est un projet qui est révolutionnaire, qui sera important et qui sera stratégique pour le pays. Or, en réalité, les calculs sont faux. Ce projet sera très coûteux, tellement coûteux qu'avec l'argent qui a été dépensé pour R-Billet, on aurait pu faire des projets beaucoup plus importants qui nous auraient permis de gagner plus d'argent et qui nous auraient permis d'avoir des retours sur investissement beaucoup plus rapides. Et je donnerai un exemple concret dans la prochaine émission. Monsieur,